Salut à tous et bienvenue pour le premier épisode du Brap Show avec Mr. Brap. Je suis votre hôte Mathieu Mignot et je suis rejoint par mon frère Clément que vous connaissez peut-être sous le nom de Mr. Brap sur TikTok, 12 000 abonnés quand même. Et donc on commence un nouveau podcast qu'on appelle le Brap Show. Ce qu'on va faire, on va viser des épisodes assez courts de 20 minutes parce que on n'est ni ancien pilote pro ni journaliste, on est juste deux frères qui aiment bien parler des courses quand on va au terrain. Et ces conversations, je me suis toujours régalé. Je me suis dit, on pourrait faire un podcast. Et Clément, il était chaud. Donc, on a décidé de se lancer. Premier épisode, on va parler du coup de la saison qui vient de se passer en Supercross US 2024. Et voilà. Et j'espère qu'on va avoir des avis différents et qu'on va un petit peu se chamailler. Comme ça, ce sera un petit peu plus marrant. On va faire un peu de divertissement, quoi. Donc, Clément, merci d'accepter de faire ce podcast. On va partir tout de suite sur la première question. Je sais que tu vas bien, on s'est déjà parlé, on était en ligne avant de lancer la vidéo, donc on va enchaîner direct. On n'a que 20 minutes pour captiver l'attention de nos auditeurs. Cette saison Supercross 2024, t'en as pensé quoi? Tu la noterais combien sur 10? 10, t'as kiffé la regarder, et puis 0, tu t'es fait chier. Peut-être que je bip ça d'ailleurs. Non, ça passe ça. 8 sur 10. Donc, la saison 450 déjà, j'ai vite compris que Jet il allait un peu tuer le suspense. Donc il y a quand même eu aux alentours de la mi-saison où ça devenait intéressant quand il faisait des erreurs et que ça a permis à Webb de revenir. Mais on l'a vu dès le début quoi, que sur chaque épreuve il était quasiment chaque épreuve je pense il était au-dessus et il n'y avait pas trop de suspense à part quand il partait un peu plus loin. Mais en soi on voyait que Webb il est bon à gérer ses courses. Quand il part bien, du coup, on sait qu'il va quand même finir dans les 5 premiers, donc ça lui a permis de ramener pas mal de points et donc de laisser le truc serré un peu jusqu'au bout. Mais j'avoue que j'étais pas dans l'incertitude en train de me dire sur qui je vais miser. Pas comme quand je vais au casino là et que j'hésite entre bleu et rouge à la roulette, tu vois. Là, je peux te dire, j'aurais misé mes 50 balles sur Jet quand même pour la fin du championnat. Et je pense que même lui, en fait, Jet, il était assez serein, même quand Webb il l'a recollé. Je pense que il savait qu'il était au-dessus, il savait ce sur quoi il devait faire attention, quoi, les petites erreurs là, quand il va aller sauter sur un ballot de paille ou les petites glissades justement aussi la fois où il allait lui accrocher à l'arrière. Et que s'il faisait attention à ça, il était plus rapide à chaque fois et qu'il n'y avait pas de raison qu'il finisse pas devant ou qu'il termine pas champion. Donc la saison 450. Elle était pas énorme en suspense. Après, derrière, il y a eu des petites batailles quand même, des petits accrochages, ce qui rend le truc un peu plus sympa. Moi, j'aime bien quand ça se fight un peu, là, quand ça se frictionne. Et sinon, en 250, là, c'était sympa quand même parce que c'était bien serré avec tous les pilotes. Après la première épreuve, forcément, en français, on soutenait Tom Vial. Je me suis dit ça va être chaud. Le championnat il est mort quoi parce que quand dès le début tu finis dans les derniers, mais vu qu'il y avait Digan avec Macadou aussi, au final c'est resté serré tout le long et il y a eu pas mal de batailles en 250. Donc je pense que si je devais dissocier un peu la note, je mettrais une meilleure note quand même pour les 250. C'était un peu plus en tant que spectateur un peu plus intéressant à regarder du coup que les 450 d'une manière générale. C'est cher payé en ce qui me concerne. Moi, je suis plus sur un 6,5, tu vois. Ah ouais, carrément. C'est vrai que il y a, comme toi, 250, au final, je me suis quand même plutôt régalé à regarder la saison. 450, franchement, jusqu'au 10e ou la 10e ou 11e épreuve, je croyais encore que peut-être que Jet, il allait pas aller jusqu'au bout, tu vois. C'est le moment où il avait bien commencé à nager, ensuite il a eu des erreurs et tout. Mais il paraissait très humain quand même comme pilote. Il paraissait pas du tout imbattable. Et au final, après la 11e épreuve, j'ai commencé à arrêter d'y croire. Il y a une course, la Triple Crown à Indianapolis, où en fait, même s'il y avait un petit peu de bataille pour la tête à chaque manche entre Roxanne et Jet, c'est une rare course où ça faisait longtemps que je m'étais pas ennuyé. Oh, tu peux le dire, hein, chier, ça passe. Que je m'étais pas ennuyé devant une manche. Et après, moi, j'étais un peu derrière Thomas. J'étais content qu'il revienne depuis qu'il a fait le switch chez Yamaha. Je suis assez à fond derrière lui parce que je trouve ça cool quand tu es aussi avancé dans la carrière de vouloir continuer à y aller. Et moi, j'ai toujours été un peu comme ça où j'aime bien les anciens mecs. Les nouveaux, je les aime pas trop. Et je pense qu'en fait, on est quand même beaucoup comme ça dans ce sport parce que c'est vrai que
j'entendais parler sur le Pulp MX Show, souvent les pilotes, au fil de leur carrière, ils gagnent en popularité. C'était le cas aussi pour Carmichael qui, quand il a commencé à battre McGrath, il est venu une fois à l'US Open avec une couronne et tout, il s'était fait huer par le public. Et en 2006, quand il est parti sa dernière saison, enfin, c'était les fans l'adoraient, le fait qu'il fasse une demi-saison et qu'il se batte quand même pour des victoires. Donc moi, je ressens aussi beaucoup ça, tu vois, genre quand Villopoto est arrivé, j'aimais pas du tout Villopoto parce que pour moi c'était Reed et Stewart qui étaient censés être devant. Puis quand Reed et Stewart sont partis, j'aimais pas Tomac parce que c'était Dungey qui était censé être devant pour moi à cette époque. Et puis là, il y a plus Dungey et Tomac il y a depuis des années. Et maintenant, tu vois, genre Jet, je l'aime bien, mais en fait, je veux voir Tomac gagner. Donc bon, Tomac c'était un coup chaud, un coup froid. C'était pas toujours super fun de regarder quand t'es derrière lui. Non, et puis Thomas, tu te dis aussi que c'est probablement là, les dernières années, là, apparemment il y a des rumeurs comme quoi il repartira en 2025, mais c'est sûr que tu te dis, s'il gagne pas maintenant, il gagnera pas. Moi, ça m'a fait la même chose avec Musquin. J'étais là, j'étais encore, allez Musquin, je veux que tu gagnes là, parce qu'on sait que c'est les dernières années là, donc c'est maintenant, et après c'est bon, Jet, justement, en 20 ans, il aura le temps d'en gagner des titres. Ouais, ma note, elle était un peu haute, j'hésitais, je voulais pas trop non plus la mettre trop basse, parce que j'aime quand même ça, et ça, enfin, genre ça a toujours été une motivation de me lever quand même le dimanche matin si j'allais pas rouler, d'aller regarder la course. Donc je me suis dit bon, je peux pas trop tuer, mettre une sale note là, tu vois, je fais pas comme les gens dans un dîner presque parfait qui déglinguent les autres. Je me suis dit non, quand même un petit 8, mais c'est sûr qu'il y a une grosse marge de progression et qu'après le 9 et le 10 on l'aura pas comme ça. Il va falloir que les mecs ils se sortent les doigts là et qu'ils aillent le titiller un peu plus que ça, quoi, Jet. Ouais, et mine de rien, on dit que Jet, il a un peu tué le suspense, mais sur le papier, le championnat, il s'est quand même joué à la dernière épreuve, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Enfin, sur le papier, l'année dernière, oui, mais dans les faits, non, puisque Tomac était out. Et l'année d'avant, c'est pareil, Tomac, il a gagné une épreuve avant. Mais pour revenir sur les 450, est-ce que tu penses que, sans problème au poignet, Webb, il est plus prêt sur les dernières épreuves? Je sais pas, c'est vrai qu'on le sentait un peu sur les fins de manche, j'ai l'impression qu'il faiblissait un peu. Au début, il avait un peu du rythme, un peu à la Roxen, quoi. Sur les premiers tours, tu voyais qu'il avait du rythme, qu'il était un peu agressif. Et sur la fin de manche, où c'était plus compliqué, on voyait justement Anderson revenir. Peut-être un peu plus près, peut-être qu'il perd, voilà, peut-être que la place qu'il perd, je sais plus sur quelle épreuve là dans les whoops, dans le dernier tour sur Anderson où il tombe même justement, peut-être que celle-là il la lâche pas et qu'il faiblit pas, du coup il garde une certaine avance et ça lui permet de finir devant Anderson, mais pour le titre non, je pense pas. C'est vrai que sur le papier elle était serrée, mais quand tu regardes justement toutes les courses, tu voyais que Jet il était au-dessus et qu'en fait les points que Webb a engrangés, c'est Jet qui faisait des erreurs, c'est Jet qui les a donnés, quoi, la plupart du temps. Ouais, puis c'est vrai qu'au final, sur les 4-5 dernières épreuves, Jet, il a pas fait d'erreurs sur lesquelles Webb aurait pu capitaliser de toute façon, quoi. Toi, du coup, si tu devais choisir un pilote qui, au début de la saison, tu pars et tu l'encourages et c'est derrière lui que t'es, ce serait qui, toi, ton pilote? Moi, du coup, je l'ai dit, c'est plutôt Tomac. Toi, de qui t'es fan, entre guillemets, si fan, ça marche pour toi? Ouais, du coup, tu m'aurais posé la question peut-être 1 ou 2 ans en arrière, j'aurais répondu Jet. Et là, j'avoue maintenant que qu'il est devant, c'est pas que c'est le choix facile, parce que j'apprécie quand même le pilote et c'est pas parce qu'il gagne justement que je vais plus être derrière lui. Mais c'est vrai que j'ai envie de voir quelqu'un qui se transcende là et qui bosse dur pour aller le chercher. Et je mettrais bien un billet sur Sexton, quoi. J'aime bien Sexton parce que Sexton, c'est pareil, j'ai toujours apprécié, même quand il se battait contre Faulkner en 250. Tu le voyais, le mec sur le podium, il finissait tout le temps deuxième. Et il se faisait taper tous les week-ends, quoi. Faulkner, il les gagnait toutes là, l'année où il s'est blessé. Alors blessé, ouais, un peu comme tous les ans, mais c'était au genou, je crois, les ligaments. Donc là, clairement, c'est pareil. Tu disais, personne n'a rien pour Faulkner, quoi. Il les gagnait toutes. Et tu voyais que Sexton, il arrivait sur le podium, il finissait 2, donc quand même, ça fait de l'argent. Deuxième, c'est pas rien. Et tu voyais qu'il avait le visage fermé et il disait, ouais, mais moi je vais gagner, je veux pas me faire battre comme ça. Et là, qui s'est fait battre du coup, notamment en outdoor. Après, il y a une partie où il a été blessé, non, je crois, en outdoor l'année dernière. Ouais, il s'est fait une commotion aux essais de la première épreuve et du coup, il a pas participé aux 3-4 suivantes. Et ouais, donc il a quand même encore fini toutes les courses derrière Jet. Et voilà, tu vois que c'est quand même un personnage humble et qui bosse, quoi, pour être devant. Et qui, tant qu'il n'a pas justement la victoire, il va continuer de bosser, il va chercher à s'améliorer et à progresser pour aller chercher les dixièmes qui lui manquent.
Et là, je pense que ouais, le changement de moto, je suis pas persuadé qu'il allait non plus sur la meilleure moto du plateau. Donc bon, c'est pareil, je vais pas faire l'analyste à dire ouais, elle est comme ci, elle est comme ça, j'en sais rien du tout, mais à voir les pilotes dessus, le voir partir de Honda, qui justement sur lequel il a eu beaucoup de succès, il a bien progressé, et Jet qui arrivait, Hunter en 250 aussi, tu te dis bon, tu te dis c'est la meilleure moto quoi. Comment tu pourrais pas dire que c'est la meilleure moto? Et là, partir sur KTM où t'as vu un Webb galérer sur la KT. Bon, déjà, tu te dis audacieux le garçon, et bon, visiblement, du coup, il a un peu galéré avec les réglages sur la moto, là, de ce qui se disait tout au long de la saison. Au final, j'ai l'impression que Sexton, Jet, on les a pas eu tous les deux partir devant et avoir l'occasion de se batailler justement sans fait de course, sans une petite chute au départ, sans qu'il y en ait un qui parte super loin, l'autre qui parte devant. Même si peut-être dans le sens inverse, ça s'est passé. Peut-être que Sexton il est déjà parti devant, je me souviens un peu exactement. Il n'est pas beaucoup parti devant à part San Francisco cette année. Ouais. Et du coup, ça m'a un peu manqué. J'aurais bien aimé le voir parce que je pense qu'il avait quand même quelque chose pour rivaliser un petit peu sur certaines épreuves. Ouais, tu m'avais déjà dit de toute façon que Sexton c'était un pilote que tu aimes bien. Ouais. Est-ce qu'il y a une performance d'un pilote que tu as particulièrement aimé cette année, que ce soit 450, 250, un pilote tu t'es dit lui ce qu'il a fait cette année c'est stylé quand même. Je dirais bien Vial, mais notamment une épreuve, c'est l'avant-dernière où il fait 2 derrière Steel là qui fait une belle remontée. On en avait parlé déjà. Ouais, cette épreuve-là, déjà, il m'a bien plu, quoi, parce que c'est vrai que j'étais un peu comme ce qui se disait, qu'on aimerait voir Vial un peu, je suis un peu d'accord avec Davy que en 250, là, il limitait un peu la casse, il part bien, et puis tant qu'il fait sur le podium, ça va, mais c'est vrai que quand tu sais que du coup, là, qu'il gagne, je crois qu'il peut défendre l'année prochaine, et après, c'est 450. Voilà, c'est 450 face à Jet, face à Sexton, face à Webb, enfin face à du beau monde là. Cette année, on avait un plateau en 450, c'est quand même assez incroyable. Et là, du coup, tu le vois pas pour l'instant. Donc après, il y a encore du temps, des heures de roulage à faire avant d'y arriver. Mais c'est vrai que moi, j'aurais plus été du côté de DV à dire pousse parce que on voit le futur. C'est vrai que David il a toujours été comme ça. Je me souviens quand il était avec Ferrandis, même en 250, il disait ouais, un titre 250 c'est bien, ça fait des sous, etc. Mais ce qu'il faut, c'est on vise le 450 quoi. C'est que là c'est un passage, c'est une étape, et après à la fin c'est un titre 450 qu'on veut aller chercher. Donc on travaille aussi pour ça, on garde ça en tête justement, l'objectif sur le long terme. Mais du coup la course, ouais, il part du coup derrière Digan et il va le passer dans les premiers tours. Là c'est vrai que un Vial du début de saison, j'aurais dit il reste derrière, et à chaque fois que Digan passe un gars, j'essaye de le passer aussi, et si je finis juste derrière Digan, je perds 1 ou 2 points peut-être, mais du coup vu que j'ai une avance, je crois qu'il avait de 15 points avant cette épreuve là, ou c'est peut-être pas cette, ouais c'est, et donc il se disait voilà, si j'en perds 1 ou 2, je suis quand même bien pour la dernière, c'est pas mal. Et non, là au final il est quand même allé chercher, et là tu voyais qu'il allait chercher les mecs devant. On le voyait pas à la télé, le dépassement sur Pierce Brown. Là c'est pareil, genre Pierce Brown, le peintre là comme dirait DV, il va chercher l'extérieur, là il se fait gêner par un retardataire, il n'anticipe pas du tout, du coup il se fait gêner, il y a l'ouverture, Vial il a pas réfléchi 3 secondes, il y est allé, je crois qu'il a même touché un peu la roue avant, et voilà, et c'est quand même Brown qui aurait été capable dans le virage suivant d'aller lui remettre et tout. Là lui il a pas pensé ouais, mais lui il peut me faire un dépassement, il peut me retourner la favor, et voilà, non, j'y vais, et je me pose pas de questions. Donc non, c'est vrai que ce roulage là, et puis fini dans la roue au final de Unsteel, il était assez impressionnant, et j'ai bien apprécié. Et du coup de manière générale sur la saison, c'est vrai que je l'attendais pas à jouer le titre non plus, je l'attendais pas à être aussi proche de Digan, même en vitesse, de faire, je crois qu'il a fait des pôles durant la saison, Vial. Digan il en a fait qu'une seule à la fin, et donc il a souvent été devant Digan en tout cas, donc non, en termes de vitesse, ça m'a aussi impressionné, et ça pour le coup dès le début de saison quoi. Ouais, oui, cette année, je crois après sa première victoire, il a eu une ou deux pôles effectivement, Vial. Et je te rejoins, c'est vrai que là où il m'a régalé, moi, en plus de la course à Philadelphia dont tu parlais, c'est à Daytona pour sa première victoire, parce que on l'avait encore jamais vu gagner une course de Supercross. Alors bon, c'est vrai que Daytona c'est une piste un peu particulière, cette année en plus c'était particulièrement mou, mais il est quand même parti de derrière, les whoops sont restés durs. Je sais pas s'il les sautait ou s'il les driblait, mais bon. Et c'est vrai que je regardais la course et genre après 5 minutes je me dis pas il y a moyen que Vial gagne, tu vois. Puis mais par contre après 10 minutes tu vois qu'il remonte et qu'il va plus vite que McAdoo qui était devant lui, et je sais plus qui d'autre qui était en tête, et je me suis dit oh il est chaud Vial.
Mais c'est vrai qu'il donne un peu cette image du mec qui va rouler timide et qui va pas faire plus que ce qu'il a besoin. Genre, c'est un peu aussi l'image que j'ai de lui souvent. Et j'ai pas regardé beaucoup de ses courses MX2 pourtant, donc je sais pas trop pourquoi j'ai cette impression. Peut-être parce qu'il a aussi un tempérament en dehors de la moto où il reste très calme et tout, il s'emballe pas trop. Mais c'est vrai que quand tu regardes même aux Nations, il a su s'arracher aussi. Deuxième manche, il était dans la roue de Renault face au 450 il était là à vouloir gagner une manche et il a gagné sa catégorie haut la main. Et ouais, pareil, enfin, Daytona, il est revenu de derrière. Philly, il fallait performer et il s'est arraché. Et donc c'est vrai que je sais pas trop pourquoi moi aussi j'ai cette impression de lui, mais il a montré à plusieurs reprises qu'en fait c'est un mec qui en veut quand même. Ouais, en fait, je pense que c'est quand il se sent à l'aise, et il va y aller. Et je pense que les nations, enfin, t'as aussi beaucoup d'adrénaline, quoi, cette course-là. Tu roules devant ton public, en plus en France, donc c'est ouais, plein de choses qui te font, qui peuvent te faire rouler au-dessus de tes pompes sans que tu prennes vraiment de risques, en fait. Et en plus, il revenait sur une piste de GP qu'il a connue justement durant ces années auparavant. Donc, je pense que tout ça, ça le mettait pas mal en confiance. Et là, il se sentait à l'aise. Donc, en plus, voilà, quand tu vois, c'est pareil, dans une course, là, ça, même en tant que pilote du dimanche matin, on l'a déjà senti. Quand tu vois que t'es dans la roue du mec et de devant, bah là, d'un seul coup, ça te fait pousser encore plus. Et d'ailleurs, même moi, ce qui m'arrive assez souvent, c'est une fois que le mec, je l'ai doublé, merde, j'ai tout donné, quoi. Là, j'en peux plus. Les mecs qui me font ça m'énerve. Moi, combien de fois je me suis fait doubler par un mec et une fois qu'il me double, il me ralentit. Non, je pense pas que j'ai ralenti non plus le mec de derrière, mais moi, je sens psychologiquement, je me dis, heureusement que je lui ai peut-être mis un coup au mec en le doublant, tu vois, que du coup, lui, il se dit, ah, il m'a doublé, bah, il était plus rapide, je pourrais pas le reprendre, tu vois, qu'il a pas justement cette rage de, oh, tu m'as doublé, je te reprends. Si tu m'as doublé, c'est que t'étais plus rapide, je pense. Mais parce que moi, psychologiquement, des fois, je le sens quand j'ai cravaché derrière un mec, je le passe. Et là, le coup de mou, quoi, parce que t'en as pas un autre juste devant. Peut-être que le prochain, tu te dis, bon, là, il me reste 5 minutes de manche, j'irai pas le chercher. Et du coup, ouais, tant que t'es dans la roue, et donc je pense que Vial, là, c'est un peu ça aussi. Il voit qu'il revient sur Renault. Et je pense que dans sa tête, il avait envie d'aller le chercher quand même, parce que du coup, c'était une victoire de manche face au 450 aussi, face à Renault qui est en 450. Donc après, là, il y avait pas de rivalité entre les deux. Ils étaient ensemble, quoi. Fallait pas faire n'importe quoi. Mais tu vois que jusqu'à la fin, il a pas relâché. Et même, je me demande s'il y a pas eu des fois où il était dans son intérieur. Enfin, s'il pouvait aller le doubler, je pense qu'il y serait allé. Et c'était la course jusqu'au dernier tour où on se dit bon, c'est bon, on a fait 1-2, on a gagné, c'est pour l'équipe de France qu'on fait ça, donc c'est top. Mais ouais, et moi ce qui me fait dire ça aussi, c'est que en Supercross, il y a pas mal de fois où justement des enchaînements, des gros enchaînements, et ben il les tentait pas, et il les faisait même pas une fois pour voir si c'était plus rapide ou pour potentiellement si c'est la trace de course, tu vois, si arrivé en finale, c'est la trajectoire qui te fera aller plus vite. Et ben il la tentait quand même pas, et des fois il restait. Pareil, encore une fois, je saurais plus dire où est-ce que c'était, mais là où il y avait le jump on, jump off, je crois, et d'autres faisaient quad en se servant de la table. Où Digan, il avait justement un enchaînement différent, et je crois que c'est en Heat Race où il était derrière Digan, et que Digan sautait de cette table-là. Et pour le coup, c'était plus rapide. Je crois qu'il finissait avec un triple. Enfin, je suis plus trop sûr de ce que j'avance, mais c'est vrai que il va faire la solution la plus simple. Et il va rester dedans, il va pas tenter l'autre juste pour voir déjà est-ce que c'est plus rapide, et surtout si jamais ça se détériore la trace qu'il prenait, il l'a pas fait une seule fois et l'a tenté en finale. Alors après, je sais que les mecs c'est des pilotes pros et tout, et qu'ils apprennent la piste super rapidement et qu'ils arrivent facilement à s'adapter. Et je crois que d'ailleurs il le disait lui aussi dans ses interviews de fin de manche, où c'est Musquin dans le débrief, il disait que il lui proposait mais qu'il le sentait pas spécialement, mais qu'il disait ouais si jamais je vois qu'en finale je perds du temps avec cet enchaînement là je le tenterai. Mais du coup, enfin moi je trouve ça assez impressionnant de se dire je le tente en finale, sachant que avant ça déjà, tu vois, même pendant les essais où tu peux te concentrer que sur cette partie-là, tu fais le tour tranquille et vraiment t'arrives que sur cette partie-là où tu te dis ok, c'est cet enchaînement-là, je me concentre dessus, et là je l'envoie pour voir ce que ça donne, et pour l'avoir passé une fois, la sensation, savoir comment je dois en mettre aussi pour l'envoyer, parce qu'en Supercross tu peux pas te mettre long court, faut être bien dedans quoi, et qui disent ouais je le sortirai en finale si jamais il y a besoin. Déjà, je trouve ça un peu risqué, justement, pour un pilote qui, en général, il va pas prendre trop de risques non plus. Et à la fois, ça reste compliqué aussi de s'adapter comme ça en pleine finale, quand il y a un mec devant, un mec derrière, tu joues le championnat. Enfin voilà, il y a plein de circonstances qui font que c'est plus compliqué. Donc je pense que c'est ça aussi, moi, ce qui fait dire que c'est un pilote qui est un peu sur la retenue et qui va faire, même si voilà, il voit qu'il perd un dixième, c'est pas Sexton qui va aller le faire le quadruple pour le gratter ce dixième là. Il va se dire ok, je perds un dixième là et je vais peut-être appuyer sur mes points forts, les parties de la piste sur lesquelles je suis plus à l'aise,
pour justement rattraper ce dixième-là, plutôt que de le combler là où je le perds, peut-être gagner un dixième en plus là où j'en gagne déjà un, quoi. Après, ça peut être une stratégie, mais c'est vrai que dans l'ensemble, quand tu le vois, en plus, des fois, ça saute un peu aux yeux, tu regardes la course et tu vois, ah, mais là, tu perds, change de trajectoire. Rogzen, il est un peu comme ça, et encore, je trouve que justement, cette année, ça a été différent. Notamment aussi, enfin, fin d'année dernière, la SMX, là, où Jet, il faisait c'était un quad aussi sur table, ou un trip sur table? C'est trip sur table. Voilà. Ben là, c'est dommage, il l'a sorti un peu tardivement, mais il l'a quand même sorti quand il était derrière Rogzen. Il s'est adapté, et c'est vrai que Rogzen, je trouve que depuis qu'il a eu ses blessures au bras, il prend un peu moins de risques aussi, et je pense qu'il est un peu moins à l'aise justement avec ces sauts qui peuvent être dangereux ou risqués. Et là, il s'est fait passer par Jet, il a vu, ah ouais, bah, clairement, ça gagne du temps. Il avait 2 motos derrière, Jet, et il arrive au virage, et il peut même pas lui faire un bloc pass, il a une moto devant. Donc là, il s'est dit que clairement, il faut que je le sorte, et là, il l'a lâché. Et c'est dommage parce qu'il l'avait pressenti déjà qu'il le faisait derrière lui. Je crois qu'il l'avait dit justement, je savais qu'il le faisait et qu'il fallait que je le sorte. J'ai pas réussi à le sortir avant, et quand il l'a fait devant moi, bah là j'ai suivi. Et c'est vrai que c'est plus simple aussi de l'envoyer quand le mec devant toi il te montre la vitesse avec laquelle il faut que tu ailles. C'est une des façons justement de passer un nouveau saut. Mais bon, je m'écarte un petit peu, je reviens à Vial du coup. Je pense que ouais, de manière générale, c'est ça ce qui me fait un peu dire que il est plutôt sur la retenue, c'est qu'il va pas tenter, il va pas trop sortir de sa zone de confort. Et s'il est pas à l'aise, bah il va limiter la casse, mais il va pas sortir, changer de trajectoire pour trouver un truc sur lequel il serait à l'aise et prendre des risques en fin de compte. Mais en même temps, s'il y a besoin de s'arracher, au final, il le fait. Aussi, ouais. Et pour revenir à Rogzen, il l'a dit d'ailleurs dans la vidéo avec Carson Brown, quand ils ont fait sur la 125. Carson, il a lancé un saut à un mur, là, il l'a lancé, il s'est mis à plat et tout. Et Rogzen, il a dit, ouais, moi, je peux pas avec mes poignets. Ouais. Donc, ouais, je pense que, enfin, clairement, oui, ses bras, j'irais pas jusqu'à dire que ça l'handicape, mais c'est quelque chose auquel il est obligé de faire attention maintenant, quoi. Ouais, et puis je pense que c'est très psychologique aussi, hein. Enfin, je veux dire, quand t'as failli perdre tes bras et que t'en as pris une comme ça, tu te dis que bah ça aurait pu être ça, quoi. Ça aurait pu être plus de bras, et aujourd'hui, je regarde que dans mon canapé. Donc, c'est sûr que je pense que ça fait réfléchir, et déjà moi, de ma petite expérience, arrivé à 25 piges, je suis là, je réfléchis plus des fois sur des sauts sur lesquels je me dis, bon, avant, je crois que j'aurais pas trop réfléchi, quoi. J'y serais allé, et là, je réfléchis un peu plus, je fais un peu plus attention. Donc, j'imagine qu'à plutôt 30, il a 29, je crois, lui. Il vient d'avoir 30, je crois. Il me semble qu'il est du mois d'avril. Ah ouais? C'est sûr que tu réfléchis un peu plus, et puis surtout que les risques qu'ils prennent, c'est pareil, quoi. C'est des sauts où ça va plus haut, plus vite, les risques sont forcément plus importants, quoi. Toi, de ton petit point de vue de fan qui regarde les courses dans le canapé et qui a rarement pris des whoops, la règle des 9 whoops, t'en as pensé quoi? Moi, je trouve ça un peu dommage, parce que du coup, c'est vrai que ça rend alors, on a quand même vu des différences, parce que y en a qui disaient, en gros, maintenant, en gros, ça va homogénéiser le niveau sur les whoops. Et non, t'en vois quand même faire la différence. Surtout LCQ. T'imagines l'écart autant de Jet s'il y a 15 whoops? Ouais, à la fois, au final, peut-être vaut mieux pour nous, hein, en tant que fans dans le canapé, qui réduisent la série de whoops, comme ça, Jet, il creuse un peu moins l'écart. Faut mettre une piste moins technique, c'est vrai, on la rend moins technique, que tout le monde puisse la rouler, et au moins on aura des trucs un peu plus serrés. Non, moi je trouve ça un peu dommage quand même, parce que c'est vrai que moi j'aurais bien aimé, enfin si c'était moi par exemple qui faisais les terrains, j'aurais bien aimé varier, un coup en mettre 15, faire une grosse série de whoops, et là se dire, ok, cette épreuve-là, les whoops, ça va être quelque chose, et peut-être que justement on va devoir régler aussi la moto pour cette portion-là, principalement, parce que c'est là qu'on va faire la grosse différence. Et à la fois, d'autres terrains, ouais, on va les mettre plus ronds, plus petits, et moins durs. Et peut-être que du coup, ce sera peut-être un peu plus difficile de faire la différence, mais au moins, voilà, d'un week-end sur l'autre, ça change. Donc la règle des 9 whoops, je trouve ça un peu dommage. Et surtout que je crois qu'ils ont fait ça du coup par rapport aux blessures, pour éviter que trop de pilotes se blessent, et ouais, rendre le truc un peu plus simple. Autant le Dragonback, je suis assez d'accord. C'est vrai que chaque année, tu voyais des par avant dessus, et des mecs qui se faisaient mal quand même avec les Dragonback, et y compris les meilleurs. Hein. Là, de mémoire, j'ai Webb qui en prend un par l'avant sur un Dragonback, pas cette année, hein. Enfin, non, du coup, il n'y en a pas eu. Ni même l'année dernière, je crois pas. Je saurais même plus te dire quelle année c'était, mais même il part, enfin il commence à prendre le pas avant, et c'était un trip qui suivait. Ah oui, je me rappelle, à Hamilton, c'était une triple crown aussi.
et il retombe sur le dos comme ça. Enfin voilà, là c'est le premier qui me vient en tête, mais c'est vrai qu'il y en a. Il gagne le titre d'ailleurs, non? Et ben ouais, il était en fight pour le titre en tout cas. À ce moment-là. Est-ce qu'il l'a gagné ou pas cette année-là, je me souviens plus exactement. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que le Dragon Back. Alors après, certains disaient plus ceux qui roulent dessus du coup que c'était plus la dernière qu'ils avaient tendance à la faire plus basse et qui au final, bah c'est ce qui faisait que quand t'arrives vers la dernière, bah t'as au final la roue arrière qui clip dessus et pas forcément la roue avant par exemple. Et du coup, ce qui te faisait envoyer en avant. Bah moi, c'est vrai que du canapé, je voyais pas forcément la dernière plus basse ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu vois des pilotes qui sautaient de l'avant-dernière. Alors après, est-ce qu'ils le faisaient exprès pour justement aller moins haut et pareil, bah voilà, gagner du temps? Je sais pas exactement, mais c'est vrai que le Dragon Back, je trouve qu'il a fait pas mal de blessés. Les whoops en particulier, alors oui, il y en a toujours eu, c'est un passage très technique et c'est pas facile. Est-ce qu'il y en aura moins là? Après, eux, ils auront sûrement fait des études et ils auront des stats à nous proposer, enfin, qui nous proposeront ou pas, mais qui leur permettront de statuer sur le fait que c'était bénéfique ou pas. Mais de manière générale, je trouve que cette année, il n'y a pas eu énormément de blessés par contre. Je trouve que sur la fin de saison, au final, alors après, c'est pas forcément à cause des pistes, mais on a quand même perdu Roxen parce qu'il a cassé un amortisseur qui lui a cassé la jambe. Dans les 9 hoops, merde. on a perdu Tomac. Tomac, petite anecdote, n'a pas fait, je crois, la finale du Supercross une seule fois sur la YAM. Parce que quand il a gagné le titre, il a été blessé au genou, il a gagné le titre à Denver, l'avant-dernière épreuve, il me semble que du coup, il n'a pas fait la dernière. Ah, ça me parle. Et l'année dernière, bah, malheureusement, le tendon d'Achille et cette année, le poignet. Donc ouais, on a perdu Tomac. On a perdu quand même quelques pilotes. Je les ai pas tous en tête. On n'a plus Craig, on n'a plus Plessinger. Bah, Craig, on l'a perdu très tôt dans l'année. Et puis lui, enfin, j'ai l'impression que, enfin, c'est plus la blessure l'année dernière. Et ouais. Mais enfin, tu vois, bah, l'année dernière, c'était aussi Barcia, c'était sur un Dragon Back aussi, je crois, l'avant-dernière, ou encore quelques épreuves avant, je sais plus, mais qui prend à part l'avant sur le Dragon Back. Donc, non, ouais, les whoops, de manière générale, j'aurais pas misé là-dessus sur le fait que c'est là qu'il y a le plus de blessures. Bon, maintenant, après, on a quand même vu des différences, et d'ailleurs, là, le LCQ, je regarde pas toujours les LCQ, mais là, j'ai regardé celui de la dernière, de la finale. Et tu vois le dernier tour, je sais pas si tu l'as regardé, toi, du coup, le LCQ 450. J'ai regardé que la fin. Les deux LCQ, j'ai regardé que la fin. Non, mais du coup, c'est juste la fin qu'il faut regarder, c'est assez incroyable. Alors, j'ai plus les noms en tête des gars, mais un sur une Kawa qui vient dans les whoops et qui rentre là comme une balle, qui dépose celui qui l'avait déposé avant dans les whoops. Sauf que t'apprends après qu'il avait perdu un repose-pied, le mec sur la YAM. Il est rentré dans les whoops sur un pied. Ça, tu te dis, c'est un truc de fou quand même. Tous ceux qui sont montés sur une moto, déjà, enfin, on sait que la moto, elle se pilote avec les jambes déjà sur du plat. Mais alors, dans les whoops, on parle toujours de la position des pieds sur les cale-pieds, etc., de comment faut se positionner et que tout vient de là, quoi. Et tu te dis, le mec, alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, waouh, l'autre, il l'a déposé dans les whoops, tiens, mange la YAM, quoi, parce que c'est vrai qu'il l'avait déposé avant et lui, il lui a retourné, il lui a montré, tiens, moi aussi, je suis allé comme un ouf dans les whoops. Enfin, moi, j'adore les LCQ pour ça, quand les mecs, ils débranchent et qu'ils disent, bon, il a jamais passé les whoops aussi rapidement que ça, à mon avis, le mec sur la Kawa. Là, il est rentré, il s'est dit, c'est le dernier virage, c'est la finale, mon pote, j'y vais, c'est mort. Et il t'a mis le poignet comme ça, et là, tu fais, ouah, et l'autre, il a rien pu faire. Mais quand t'apprends qu'en fait, il est rentré dans les whoops, il avait perdu un repose-pied, son repose-pied gauche, et il est rentré juste sur un pied, et tu vois, il dribble. Enfin, moi, même avec mes deux cale-pieds, les meilleures suspensions que tu veux, je dribble pas les whoops comme il l'a dribblé, quoi. Donc, quand même, chapeau à lui. Après, c'est pas grave, tu mets le pied sur le sélecteur et ça fait repose-pied. Il y a un moyen de faire un point mort et de se manger encore un par l'avant, non? Non, mais pour les 9 whoops, bon, je trouve ça super dommage aussi. Je pense que toi comme moi, on kiffait les stewards qui prenaient des grosses séries de whoops pleines balles et parfois 2 fois plus vite que le mec devant. Et ça, on en verra quand même moins. Mais ce qui est encore plus dommage, c'est vrai que c'est 9 whoops et c'est tout le temps fait. Alors moi, je me souviens plus si c'est chargeuse ou si c'est bulle, mais c'est tout le temps fait avec la même machine et du coup, elles ont tout le temps vraiment la même taille, le même écart, presque tout le temps la même forme. Et la seule chose qui va changer au final, c'est la terre et le virage qu'il y a derrière et avant, quoi. Donc c'est vrai que si en plus on pouvait avoir parfois 9 whoops rapides, enfin serrées, petites, 9 grosses whoops bien espacées, des trucs qui changent un peu, même ce serait sympa, et avoir plus de pistes où du coup on a 2 séries de 9 whoops, parce que une seule série de 9 whoops sur une piste de Supercross, c'est quand même un petit peu léger parfois. Ouais, et puis justement, ouais, que ça change, du coup, que ça oblige les pilotes à un coup, bah là, ce qui va être le plus rapide, ça va être de les sauter, parce qu'on sait que de manière générale, c'est dribbler. Après, ils se détériorent. Et tu vois, moi, à la limite, plutôt que de faire cette règle des 9 whoops,
bah, je dirais, on les refait, les whoops. Alors après, je sais qu'à chaque fois qu'ils repassent dessus, au final, ça les abaisse, je crois. Mais moi, j'aurais plus misé là-dessus parce que c'est vrai que du coup, tu arrives en finale où, bon, tu vois quand même certains pilotes, parfois, selon comment ça s'est détérioré, bien dribblés. Mais sinon, la majorité qui vont finir par sauter et arriver au moment de la finale. Et je trouve ça un peu dommage. Moi, je trouve que comme à Paris, quand le SX de Paris, ils te les refont à chaque fois, les whoops. Et ça n'empêche que quand tu regardes les pilotes, enfin, on a réussi à voir là Rogzen, Tomac passer dedans. On a quand même vu la vitesse de Rogzen. Alors, ils sont tout ronds, mais ça n'empêche qu'il y a personne qui l'est passé comme Rogzen. Papa, lui, t'avais l'impression que c'était une ligne droite. J'ai vu aussi des comparatifs où on voit les trois, Musquin, Tomac, Rogzen, et tu vois justement les trois passer dessus. Et donc, même avec des whoops bien refaits, tout lisse, parce que là, ils venaient de passer le bulle pour tout lisser, bah, tu vois quand même des différences entre les pilotes et que ça se passe pas quand même, enfin, que c'est pas une ligne droite pour tout le monde, même s'ils sont bien refaits, quoi. Donc, moi, j'aurais plus misé là-dessus. Après, voilà, je sais pas exactement comment ils refont les whoops et dans quelle mesure c'est possible sans avoir des whoops tout petits pour la finale. Mais j'aurais plus. Bah, ça coûterait plus cher parce qu'il faudrait des mecs avec les râteaux et les balais comme on a à Paris et un rouleau qui, je pense pas qu'ils utilisent, tu sais, le truc où t'as les grosses roues toutes lisses, là, qu'ils utilisent à Paris pour les lisser derrière et les tasser. Et je suis pas sûr qu'ils aient ça, quand ils font les pistes de SXUS, donc ça coûterait du matériel en plus. Donc c'est pas trop l'intérêt de l'organisateur, quoi. Mais c'est sûr que ouais, ce serait plus marrant. Je trouve ça plus stylé de voir un très bon pilote passer sur des whoops tout neufs et peut-être faciles, mais très vite, que de voir un très bon pilote passer dans des whoops complètement défoncés, à peu près bien et mieux que les autres qui galèrent, quoi. C'est plus spectaculaire. On va parler un petit peu de la dernière épreuve avant le quiz de fin. Qu'est-ce que tu as pensé de... Alors, il n'y a rien eu en vrai, hein, mais quand j'ai regardé la course, c'est vrai que je me suis dit, wow, qu'est-ce qu'il fait? Il abuse un peu. Jordan Smith, qui vraiment essaye fort d'aller doubler Digan. Digan qui joue un titre, Smith, rien du tout. Enfin, mathématiquement, Smith, il pouvait encore, mais tel que la course se déroulait, il savait déjà que c'était mort pour lui, c'est juste pour gagner une course. Et Digan, c'est son teammate. Donc, t'imagines que dans le camion Yamaha, ils lui ont dit, les gars, si Digan est devant, vous ne faites pas tomber quand même. J'imagine que Digan avait quand même pas mal de points derrière Tom, donc j'imagine qu'il n'y avait pas non plus de consigne, genre vous n'avez pas le droit de le doubler, pas le droit de finir devant lui. Mais il y a un moment donné, Smith, de toute façon, il tombe en allant faire un petit contact à Digan. T'en as pensé quoi? Est-ce que tu penses que c'est peut-être des répercussions de l'approchage qu'ils ont déjà eu en heat race l'année dernière à Détroit, où Smith tombe et ne se qualifie même pas? Et ça, apparemment, ça avait un peu chauffé entre les deux. Ouais, bah ça, tu vois, au final, ça avait un peu chauffé. Moi, j'avais vu sur les réseaux aussi, ils se titillaient les deux, ils s'identifiaient en disant, je crois, ouais, Smith qui avait dit un peu trop ça, en parlant de McAdoo qui avait un peu atterri sur Jet justement à une course. Il l'avait reposté, je crois, Smith en disant un peu, c'est un peu exagéré ça, non? Et il avait identifié Digan ou un truc comme ça. Enfin bref, il s'envoyait un peu des petits pics comme ça à travers les réseaux. Sur la heat race de l'année dernière, franchement, moi je suis Smith, je pète un plomb quand même parce que c'est vrai que Digan, enfin, au début, quand ça s'arrêtait et tout, enfin, c'est pareil, tu vois, tes teammates, quand tu t'arrêtes comme ça, il y a le risque que tu me touches la roue arrière et une petite chute qui te fasse galérer à te qualifier ou tout comme ça. Donc, moi, perso, je kiffe, hein, mais après, je me mets là, du coup, du point de vue dans le teammate, que Digan, il commençait à jouer comme ça. Je trouvais ça un peu limite entre teammates. Après, moi, d'un point de vue spectateur, encore une fois, de fan, moi, j'adore quand les mecs, ils s'arrêtent dans le virage, qu'ils regardent la roue arrière comme ça, puis après, ça repart et tout, que ça se recoupe dans tous les sens, je kiffe ça. Mais ouais, je trouvais ça un peu limite. Après, Smith, le problème, c'est que, je crois que ses neurones, ils sont très courts. C'est que le gars, il réfléchit un peu, et puis, tu lui fais un truc comme ça, une crasse ou quoi. Là, il est débordé, faut que ça pète. Le neurone, il est trop court, ça va au-delà. C'est mort. Donc, on l'a vu plus d'une fois. Et je pense que là, il a pas été malin parce que il était plus rapide. Il est parti 3 ou 4, je crois qu'il était au début de la finale. Il a dépassé un par un les gars devant lui jusqu'à remonter dans la route d'Igan. Donc, il était plus rapide. Je crois que ça arrivait à 5 minutes de la fin, ça. Mais il restait encore 5 minutes sur lesquelles il est bien remonté. Il y avait du temps, il y avait largement du temps. Il savait que les whoops, c'était son gros point fort. Et qu'en fait, pour faire le dépassement, il avait juste besoin d'être vraiment dans sa roue à l'entrée du virage même, se décaler sur le double. Et là, mettre la sauce dans l'intérieur. Ou au pire, si Digan avait été malin et qu'il avait compris, il aurait pris cette trace à l'intérieur, mais même en mettant la sauce à l'extérieur, il recoupait, enfin, il y avait moyen de faire quelque chose, quoi. Et il lui restait 5 minutes. Et 5 minutes, ça fait 6 tours au moins, quoi. Parce que il les faisait en moins d'une minute, les tours, il en restait encore après. Donc 6 tours, 6 chances encore de le prendre à cet endroit-là,
ou peut-être même à quelque part d'autre, parce que Deegan il commençait aussi à faire des erreurs, il était pas parfait sur toute la piste. Donc je trouve que c'était précipité ce qu'il a fait, il avait pas besoin de faire ça. D'autant plus que voilà, il était loin et au final c'est lui qui est tombé sur son arrière. Deegan il a à peine bougé quoi. Donc est-ce qu'il a voulu vraiment faire un dépassement agressif au risque de mettre peut-être Deegan par terre aussi? Je suis pas persuadé. Je pense que il a compris peut-être le tour précédent ou le tour d'avant que c'était dans les whoops. Et la seule fois où il a été proche dans les whoops, il s'est dit il faut que j'aille là. Et non, du coup là t'étais encore trop loin, c'était pas celui-là. Il fallait peut-être patienter un tour de plus. Après quoi qu'il arrive, je pense que les deux ils doivent pas trop s'apprécier. Enfin après moi personnellement je suis quelqu'un d'un peu rancunier, donc j'avoue que j'aurais été à la place de Smith avec ce qui s'est passé. En plus l'autre on se titille sur les réseaux et tout. L'année suivante, je n'ai pas oublié ça, et si j'ai moyen de te faire un bloc pass et en plus de péter un petit coup d'épaule, je te le fais quoi. Donc peut-être qu'il est un peu dans cet état d'esprit là aussi Smith, et que il voulait aller voilà lui montrer c'est lui le boss, et qu'il respecte un petit peu le vétéran. Mais quoi qu'il en soit, ouais non, c'était bête de le faire maintenant. Après d'un point de vue du championnat, c'est pareil, tu vois, ça j'aurais bien aimé avoir le retour de quelqu'un qui est dans le team, qui nous dit justement quelle était la consigne justement. Est-ce que Deegan voilà, si 1-2 on n'y touche pas, tu vois, est-ce que sur le pitboard aussi il indiquait ça? Je pense pas, je pense que sur le pitboard pareil, il lui disait tu reviens et tout, va la gagner, tu vois, son mécano je pense. Et du coup ouais, je suis pas persuadé qu'il lui avait dit, parce que surtout à 5 minutes de la fin, Vial, je sais pas il a fini 7 de cette finale, 7 ou 8, et je pense que il était quand même pas loin de la 11e place, donc une petite glissade. C'est vrai que Deegan, moi j'étais pas serein dans cette manche. C'est vrai que quand je voyais Vial rouler, en plus je pense qu'il roulait un peu tendu, j'étais pas serein, et du coup je pense que dans le team aussi il devait se dire il y a quand même un coup à jouer, enfin c'est pas terminé. Une petite glissade de Tom, même dans les whoops dans l'avant-dernier tour, c'était pas forcément sa spécialité, et c'est une partie technique difficile. Peut-être que ça peut se faire là, donc voilà, jusqu'au dernier moment on n'est pas sûr. Donc j'avoue qu'à la fin ça devait être un peu, et puis Deegan l'a pris comme ça quoi. Enfin sur le saut d'arrivée encore il se retourne genre en mode ouais qu'est-ce que tu fais, ou je sais pas quoi. Ah, tu penses que c'était ça le geste? Ouais, toi tu penses que c'est quoi? Moi je me suis dit que c'était peut-être genre ah pardon, peut-être que j'ai retourné un peu sur toi, je sais pas, tu vois, genre je pensais que c'était un truc pour désamorcer un peu, genre dire désolé y a rien, je voulais pas que tu tombes, tu vois. Ah non, moi je l'ai senti, enfin c'était la main levée genre en mode putain, qu'est-ce que tu fous quoi, encore toi en plus quoi, qu'est-ce que tu fais? Après peut-être que le team a dit Smith tombe, et quand tu te relèves va enquiquiner Vial. Et sinon, même avec des interviews ou quoi, personne du team te le dira, parce que normalement les team tactiques c'est interdit, hein. Le règlement les interdit. C'est bête parce que c'est logique quand tu vois les montants en jeu, que Yamaha veuille mettre toutes ses chances de gagner un titre, tout comme KTM, mais l'AMA l'interdit. Et donc ils le font, mais ils te le diront pas. Ouais. Dernier sujet avant le quiz de fin, un peu la même chose. Anderson sur Hunter Lawrence, même virage d'ailleurs. Et ensuite, la réplique d'Hunter sur Anderson. Alors d'abord, qu'est-ce que tu penses du dépassement d'Anderson sur Hunter? Je vais te dire comment moi j'ai réagi dans la télé. Sur le coup, je me suis dit, j'aime assez bien Hunter en plus comme pilote, j'aime beaucoup son style de pilotage. Et du coup, quand je le voir tomber après un contact, ça m'affecte légèrement. J'avoue que sur le coup, je me suis dit, wow, Anderson t'abuses. En plus, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a déjà une époque où il disait Anderson, il sait pas doubler un gars sans le toucher. Je trouve qu'il le fait moins, mais bon, ça reste Anderson. Et du coup, quand j'ai vu en direct, j'ai fait waouh, il abuse, c'était pas nécessaire, il est relou. Et après, je vois le replay et je me dis bon, en vrai, l'angle, ils étaient presque parallèles. Il est allé haut, il y a eu ok, il lui touche en fait sa roue avant touche, je sais pas, le bras ou quelque chose comme ça, genre il y a contact. Mais bon, il y a rien de hyper méchant. À la limite, c'est peut-être un peu tard Anderson pour faire un dépassement, mais il n'y a pas de quoi, lui mettre une pénalité, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, du dépassement initial? Ouais, moi c'est pareil. Sur le moment, je fais. Bon, après moi c'est pareil. Moi j'aime bien le contact. J'aime bien quand il y a du block pass, tout ça. Et donc c'est pour ça qu'Anderson, tu vois, moi je n'enlèverais pas son style justement à aller au contact des pilotes. Moi ça me manque un peu que Barcia soit au niveau, parce que là il a galéré toute la saison et du coup il essaye de se calmer aussi Barcia. Donc je pense que dans la position dans laquelle il était cette année, il pouvait aller toucher personne quoi. Tu vois, là ce serait vraiment mal vu. On le voit jamais à l'écran, le mec, il va en plus découper des mecs pour la 15e place, c'est pas possible. Donc ça me manque un peu de voir de l'agressivité comme ça quoi, de voir des mecs qui se touchent un peu. Alors sans forcément se mettre par terre hein, justement, mais aller faire un bloc pass, c'est pas juste tu vois, Rogzen, moi c'est ce qui me peine dans son pilotage, c'est que des fois il est plus rapide
et que justement il irait mettre un bloc pass, genre je te bloque vraiment, je t'empêche d'y aller. Roxen il veut que faire des clean pass quoi, il veut que passer. Ah, parce qu'une fois il a essayé, il a laissé un bras, il l'a mis dans la roue. Ouais, mais même là, tu vois, enfin là, il avait récupéré les neurones de l'autre Smith là, quand il a fait ça, quoi. Tu vois, il était trop lent et il a mis à fond avec l'embrayage, il a relâché. Enfin, je veux dire, même moi, j'aurais jamais pris un virage de cette manière-là, quoi. Débutant, quoi, à bout de bras comme ça, et ouais, bah il s'est pris le bras dedans. Non, mais ça manquerait des fois d'agressivité et je pense qu'il y a plus de courses qui pourraient gagner ou faire de meilleurs résultats si à un moment donné, bah incisif quoi, tu vas, lui il veut que doubler par la perfection et par avoir ce dixième plus rapide et donc le doubler sur un enchaînement ou en le passant plus rapide par l'extérieur ou même dans l'intérieur mais sans te toucher. Et sauf qu'arriver à ce niveau-là où ça se joue à des dixièmes et même moins que des dixièmes parfois, bah t'as besoin quoi de te positionner à l'intérieur, de te bloquer et c'est un peu celui qui part devant finit devant. Donc quand t'as des niveaux qui sont similaires comme ça, donc t'as besoin d'aller mettre un peu d'agressivité. Et du coup Anderson il a compris qu'à un moment donné s'il veut justement il dit il a tellement envie d'être sur le podium qu'il y va, bah voilà, il a compris que s'il voulait avoir une chance d'être sur le podium avec les mecs qui roulent vite comme ça, quand il arrive à rouler à leur hauteur, il peut pas se permettre de je vais essayer de rouler plus vite qu'eux. Non, c'est tu roules à la même vitesse, donc maintenant il faut que bah tu plonges dans un intérieur, t'ailles bloquer vraiment, t'ailles te positionner pour que le mec il ait rien d'autre à faire que te laisser passer. Donc effectivement Hunter il a bien longé le virage, je crois. Il a pas spécialement anticipé ça alors qu'on est dans les premiers tours aussi très serrés. Je sais pas s'il savait que c'était Anderson ou pas, mais après peu importe le pilote qui est derrière lui, il a laissé la porte grande ouverte. Et c'est vrai que le dépassement, moi j'ai même regardé bien au ralenti parce que c'est difficile de voir où il y a le contact en réalité. Mais tu vois bien qu'à un moment donné, la roue de Hunter, hop, elle sort direct et c'est au moment où ça vient se toucher un peu au niveau de l'épaule. Enfin, on voit pas très clairement où il y a eu le contact qui fait que Hunter, bam, ça le dégage de la trace. Mais bon, je pense quand même qu'il tombe à cause du contact, mais effectivement, c'était pas un gros contact où il vient dans l'inter et il vient lui prendre la roue avant à tel point que tu sais, ça le fait relever comme ça. C'était une petite... Ouais, c'est ça. L'angle entre les deux trajectoires était quand même très fermé. Il n'est pas venu à 90 degrés. C'était une petite touche, et puis je sais pas si ce virage-là, il avait été refait, s'il y avait une ornière ou pas, on voit pas très bien. Donc, en soi, non, le dépassement, tu prends deux pilotes, tu me dis pas les noms, je te dis, y a rien, quoi, normal. Après, c'est vrai que j'aime bien Hunter aussi. Ça m'a fait chier pour lui parce que sur cette fin de saison, il roule bien aussi, il roule devant et c'est cool de le voir devant. Mais à la fois, moi, je me suis dit, il y a Jet derrière. C'est quoi la suite là? Tu vois, ça m'a mis un peu tu m'as mis un peu d'épices là dans mon plat. J'avais envie de voir la suite. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Jet, qu'est-ce qu'il va faire? Mais après, je me suis dit, vas-y, Jet, il joue le championnat, il va rien lui faire. Anderson, en plus, du coup, après s'être un peu frictionné aussi au début de saison, les deux, ils étaient tranquilles ensemble, quoi. Ça fait des blocs passes à certaines courses, mais c'était cordial et Jet, il est jamais allé lui remettre un taquet, quoi. Et au final, je sais pas si tu l'as vu, mais moi j'ai vu une vidéo où Jet, dans ce même virage-là, un ou deux tours après, il a essayé de le foutre par terre, Anderson. Et au risque de lui se mettre par terre. Il s'est retrouvé à bout de bras comme ça, en glissade avant le saut d'arrivée. Au final, il saute quand même le saut d'arrivée, il se retourne, il lâche la main. Je sais pas s'il enlève un tir-off ou ce qu'il fait avec sa main. Mais ouais, et du coup, en fait, c'est dommage, on l'a pas vu à la télé. Mais Jet a bien essayé de lui retourner, Je m'en doutais parce que je crois que c'est en conférence de presse, il a dit, je crois qu'il a oublié qu'il y avait deux Lorenz qui roulent et ouais, après je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais il a dit malheureusement il y a des gens, on est obligé de rouler comme ça pour qu'ils comprennent, quelque chose comme ça. Ouais, ça j'ai lu un article justement avec la traduction de ce qu'il avait dit sur cette conférence de presse et là je me dis oh, entre les Lorenz et Anderson c'est bon parce que j'ai l'impression que ça s'était bien apaisé, tu vois, genre après voilà les excuses de Jet sur Insta machin, bon et puis de la façon dont il roulait, tu voyais qu'ils se sont excusés, c'était pas que pour le public justement voir c'est bon il y a rien, même de la façon dont il roulait. Alors Anderson il continuait de faire ses block pass mais il est jamais allé le taper et Jet je trouve que justement il roulait en se disant c'est Anderson, hop vas-y bah me touche pas, le prochain virage je te mets un block pass mais je te touche pas non plus et c'était correct. Alors que là ouais quand j'ai lu ça je me suis dit là c'est chaud là. Et du coup le Hunter qui prend un tour et qui va clairement qui tourne à droite dans le virage à gauche pour aller remettre un coup à Anderson, t'en as pensé quoi? Voilà, ça c'est pareil, tu me rajoutes un peu d'épices encore là, j'aime bien ça, mais c'est vrai que non, quand tu penses, il prend un tour, il a pas le droit de faire ça, il a pas le droit, et du coup en plus quand tu te mets à la place de Anderson où tu te remets justement, voilà, tu t'oublies l'affect que tu as pour l'un ou pour l'autre, le dépassement qu'il a mis, il restait cordial, je pense, enfin ça restait correct et voilà, pas besoin d'être sanctionné comme t'as dit, et du coup tu vois qu'il revenait sur Webb en plus, il était dans sa roue à ce moment-là. Et que Hunter, du coup, bam, il lui met ça, et donc, il reprend quoi, 3-4 secondes sur Webb, et au final, il va pas pour le doubler à la fin.
c'est grave relou pour Anderson et c'est pas correct. Moi j'aurais aimé que Hunter il puisse, forcément là c'était la dernière, tu vois, donc j'aurais aimé qu'il y ait un week-end suivant et que du coup les deux ils se retrouvent à un moment donné au même endroit, tu vois, que ce soit en hit ou en finale. Mais là, je pense que c'est pareil, Hunter, il s'est dit, j'ai pas la semaine prochaine pour lui mettre un taquet aux essais ou n'importe quand, tu vois. Donc je le fous maintenant. Et le fait qu'il soit qu'il ait un tour de retard, c'est nul de faire ça. Mais j'aurais aimé le voir, ouais, sur une hit ou dans un autre main event la semaine prochaine là pour qu'il lui rende ça, mais en étant dans la course, quoi, et que ça mette encore plus de piment, quoi, dans mes prochains repas. Mais après, il paraît qu'ils s'étaient aussi déjà frictionnés à Nashville, les deux. Toi, en tant que pilote du dimanche matin, en course, t'as fait la Hero MX Cup, on peut en parler un petit peu. Tu l'as gagné, bravo à toi. Mais admettons, t'as un pilote comme ça, à l'épreuve 1 ou 2, il te double, peut-être qu'il te fait pas tomber, mais que voilà, déjà il t'a bousculé. Et que déjà ça fait jamais plaisir de se faire bousculer, même si bon, ça fait partie aussi de ce sport, des fois quand tu doubles il y a du contact. Et le week-end d'après il te redouble, il te fait tomber cette fois. Est-ce que tu serais du genre pas forcément à l'attendre un tour, mais si du coup ça t'a foiré ta course et tu prends un tour et ce mec là en te mettant un tour arrive, est-ce que ça te viendrait quand même à l'esprit? Est-ce que tu penses que tu le ferais ou non, toi tu règles ça au paddock après? Franchement, c'est dur de juger en n'étant pas dans la situation parce que la gestion des émotions, c'est pas quelque chose qui est simple quand t'es dans le truc, que tu joues. Enfin voilà, imaginons j'étais premier en plus dans ce championnat-là, ça m'arrive ça et peut-être même du coup ça me fait flinguer le championnat ou un truc comme ça. Ça me foutrait des boules de ouf. Même si voilà, c'est un petit championnat, une petite course. Enfin c'est pareil, des courses j'en fais pas 50 dans l'année, donc quand tu m'en flingues une, ça me fout les boules, surtout une si je suis dans une bonne position ou quoi. Donc je sais pas si en vrai, il y a moyen, hein, je pète un câble et le tour suivant, il passe à côté. J'ai jamais gagné une course, genre le mieux que j'ai dû faire c'est 15e et c'est même pas dans la meilleure catégorie de la Ligue IDF. Un mec qui me fait ça, genre c'est la deuxième fois, je lui mets, hein. Je suis pas rancunier dans la vie, mais j'avoue que sur le terrain, par contre, si, genre, tu mets un coup, je te rends un coup, et si tu me fais tomber et qu'ensuite je te revois me mettre un tour, bon, si c'est la première fois que tu me fais tomber et qu'on s'est jamais embrouillé, non, j'accorde le bénéfice du doute, surtout si je prends un tour, c'est qu'il y a déjà eu peut-être 10 minutes de course aussi où j'ai eu le temps de redescendre, tu vois. Mais si le mec, c'est déjà la deuxième ou la troisième fois qu'à chaque fois qu'on se croise, il me met un coup d'épaule et que là, il m'a fait tomber, j'y vais parce que, et j'en entendais parler justement dans le Peuple Mixo, je l'écoutais ce matin, et c'est ce que Paul Perevinos, qui travaille chez Rental, invité sur l'émission, disait, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas non plus attendre la prochaine épreuve, surtout là, comme tu dis, il y en a pas la semaine d'après. Et à un moment donné, où le mec, il faut lui faire comprendre que s'il te fait perdre de l'argent, parce que eux, il y a de l'argent en plus en jeu sur les résultats, tu me fais perdre de l'argent, à un moment donné, je vais t'en faire perdre aussi, quoi. Il va falloir arrêter de rouler comme ça avec moi, quoi. Je vais pas me laisser faire, en fait. Et c'est vrai que c'est aussi un message que Roxane, pour le coup, ne laisse pas suffisamment, n'a pas forcément suffisamment donné aux autres adversaires en son temps. Et c'est probablement aussi pour ça que Webb avait toujours l'ascendant psychologique sur Roxane. Enfin, pendant des années, c'était le cas. Ouais. Mais non, c'est sûr qu'en plus, quand tu prends ce que eux ont en jeu à ce moment-là, déjà moi, je te parle juste dans ma posture de pilote du dimanche matin. C'est sûr que c'est 1, 2, 3 fois. Non, là oui, je te dis troisième fois, je l'attends et je le découpe comme si j'étais dans la course. Sinon, après voilà, ça arrive une fois. Mais déjà, ne serait-ce que ça arrive une fois, bon. Si le mec, tu vois, à la fin, il vient s'excuser en me disant, donc là, j'aurais pas attendu un tour et tout, ça arrive une fois, on sait pas comment ça s'est passé. Enfin, on le voit assez justement en regardant les courses que des fois, t'es dans l'action, tu viens de te prendre un truc, tu te dis, mais le mec, il a fait exprès, il est allé tout droit. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, il a atterri long, il a pas réussi à prendre des freins ou j'en sais rien. Il y a une circonstance qui fait que, donc tu peux pas lui tomber dessus directement. Donc le gars, il vient de voir à la fin, il dit, ouais, putain, je suis désolé, j'ai pas réussi à prendre des freins et tout, je voulais pas qu'il y ait contact et tout, excuse-moi. Ok. Par contre, le gars, il s'excuse pas. Déjà, tu me l'as fait une fois. Le prochain dépassement que je te fais comprendre que tu m'as touché une fois. Je te rends l'appareil, quoi. Moi aussi, je peux te toucher en te doublant, sans forcément que ce soit dangereux ou foutre par terre. Après, ça dépend. Tu m'as mis par terre, hein, tu risques de repartir au sol aussi. Mais c'est vrai que quand tu te mets, du coup, tu sors du pilote du dimanche matin, t'es professionnel, tu gagnes tes sous, tu fais un sport ultra dangereux, tu joues ta vie chaque week-end. Le mec, il te fout par terre. Et puis, en plus, voilà, c'est récurrent, c'est souvent. Ton frère aussi, du coup, parce que il y a eu l'altercation avec Jet plus tôt, où ça se plaignait de slalomer un peu sur la piste, d'être dangereux, ce que faisait Anderson, ou Barcia, hein, dans ces années où il est devant, où il roulait un peu devant, et même des fois même pas devant, mais qui vient te mettre des taquets comme ça.
DV le disait, c'est pareil, lui, mais allez lui mettre un bon coup, qu'il comprenne que c'est vrai que lui, jamais il s'est fait découper comme il a pu découper, là, ça me vient avec Stewart. Non, mais lui, il kiffe Barcia. Barcia, si tu viens lui mettre, il te le rend le virage d'après et il dit, ah, c'était une super course, hein. Génial. Ouais, mais personne ne lui a mis comme lui il met à venir à 90 degrés et pas, ou comme il a fait sur Jet. Alors là, il l'a pas fait volontairement sur Jet cette année. Voilà, il en a fait une sur Roxanne aussi comme ça il y a 2 ou 3 ans. Et c'était pareil, c'était pas fait exprès. Tu l'avais mis sur Instagram tout de suite, juste après la course. Premier tour sur Kenny. J'ai pas fait exprès, il est d'accord, on passe à la suite, quoi. Mais ça, par contre, il l'avait fait exprès sur Stewart, justement, parce qu'il se battait, je crois, pour la 3e place du championnat. Je crois que c'est celle que Musquin gagne. Oui. Et il a blessé d'ailleurs Stewart, il me semble, il lui avait aggravé une blessure au genou ou un truc comme ça. C'est la première année sur le ski de Stewart et du coup il a pas fait l'outdoor. Il a pas fait l'outdoor, mais je suis pas sûr que ce soit sur ce contact en particulier. En tout cas, du coup, ça lui faisait perdre la place à Stewart de 3e place au championnat. Mais au final, il a été déclassé Barcia, donc finalement il l'a gardé, il me semble. Mais enfin, ça n'empêche qu'il est arrivé. Stewart, il prend une ornière en bas et il est arrivé à 90 degrés dans lui, bam, auto-tamponneuse. Personne ne lui a foutu un coup comme ça à Barcia. Mais parce que je pense que c'est dangereux même pour lui, en fait. Mais oui. C'est pour ça que les gens le font pas, c'est qu'ils savent qu'ils sont autant en danger que la personne qui l'attaque. Ce que je me dis, c'est que le garçon, il est quand même très fort pour ça, quoi. C'est que il arrive, moi, il y a des fois où juste j'arrive un peu sur la roue arrière. Enfin, moi, je me sens déséquilibré, je me dis, bon, je suis pas serein avec ça. Mais je dis, le mec, il arrive à une vitesse, il te fait auto-tamponneuse, il est quand même bon. À l'entraînement, obligé, il s'entraîne. Il s'entraîne, c'est pas possible. Et j'avais vu des vidéos encore de cette année, je crois qu'il roulait un peu avec Wilson des fois à l'entraînement. Et non, avec Unsti. Il roulait à l'entraînement, Barcia, et tu les vois rouler, et même à l'entraînement, Barcia, il arrive comme ça des fois, et des fois juste pour intimider, quoi. Mais vu que tu sais que c'est Barcia, bien sûr que ça t'intimide. Tu t'entends le mec arriver rupteur, gros freinage dans l'intérieur, et tu vois Unsti, du coup, qui à l'entraînement, il s'écarte comme ça, waouh, il en a peur, alors que tu te dis, bon, à l'entraînement, il va pas venir me découper, il y a pas de point, il y a rien, on s'entraîne, on va pas se blesser, quoi, tu vois. Et même là, à l'entraînement, tu te dis, ouais, c'est Barcia, c'est vrai. Mais ça, Unsti était passé sur le pole show et il avait dit qu'ils en avaient parlé avec Barcia à un moment donné, il lui a dit, ouais, fais comme si c'était une course, parce que moi aussi, ça me permet de travailler, justement, le fait de défendre des pilotes qui vont venir rouler comme ça avec moi, quoi. Ah, ok. Donc ouais. Écoute, on va passer au petit quiz, et là, les personnes qui nous regardent, s'il y en a encore, vont pouvoir participer. Alors, bon, regardez pas sur Google et mettez-nous en commentaire vos réponses. Faites pause aussi sur la vidéo parce qu'on va voir si Mr. Brap ajuste ou pas. On va tester sa culture Supercross. Bon, ça reste assez simple. Ah ouais, me donne pas des années, des noms de pistes ou des trucs comme ça. Déjà, le nom de piste, je les retiens jamais. Non, c'est plus simple que ça. Est-ce que tu peux citer le champion SXUS 450 de chaque année, ces 30 dernières années? 30 dernières années 94. Ah non, je savais même pas qu'il roulait en 94. 95, c'est mort. 96, c'est mort. 97. Attends, 94, il roulait encore, McGrath? Bah oui, il roulait encore, McGrath. Faut que tu me dises déjà. McGrath, il a roulé contre DV quand même. Mais c'est vrai, ouais, mais je sais plus full time ou pas. Je sais pas exactement, moi. Mais moi, genre même les années DV. C'était sa deuxième année en 80, enfin en 250 à l'époque, McGrath. En 94, les amis, j'étais pas né, hein, donc compliqué. Hein. Non, bah attends, on va repartir d'ici déjà. Voir, je pense que ce serait mieux de partir dans ce sens-là que de partir de 94 parce que sinon je sais pas. Donc 24 Jet, 23 Sexton, 22 Tomac, ouais. 21 Webb, 20 Tomac, 19 Webb, 18 Anderson, ouais. 17 Dungey. 2016, bah il en a fait 4 de suite lui. Ah non, pas de suite les 4. Dungey 2016. Ouais. 2015 Dungey aussi. Il en a fait 3 de suite, mais son premier c'était sa année de rookie en 2010. Donc je suis à combien? 14 là, 2014 Villopoto. Ouais. 13 Villopoto, 12 Villopoto, 11 Villopoto. Ouais. 10 Dungey. 2009 Stewart. Mama. Il est chaud Gadjo. 2008 Reed. Ouais. 2007 Stewart. Ouais. Et alors là ça se complique parce que bah si non, ah putain, ils avaient déjà les plaques de numéro 1 et non, parce que je vois du coup 2007 Stewart sur la Kawa. Il roulait mais non, il a arrêté en 2006, t'as dit Carmichael. Donc bah oui, mais je suis en 2006 là.
Non, je suis en 2006 ou 2007, je me suis perdu. 2007, Carmichael a fait quelques courses. Ouais, alors je dirais Reed 2007. Non, tu viens de dire Stewart 2007. Oui, 9 Stewart, 8 Reed, 7 Stewart, 6 je dirais Reed. Non. Eh merde. Aïe, 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 aïe. Mais du coup, c'est pas Stewart non plus. Alors, je t'ai dit, en 2007, Carmichael, il a fait quelques courses. Il a gagné le championnat avec quelques courses. Saison full time. Ouais, mais du coup, il a pas gagné le championnat en faisant quelques courses. En 2007, il n'a pas gagné le championnat, Carmichael. En 2006, il a fait toute la saison. Ah, mais je me confonds dans les années. Je savais plus dans ce cas-là, ouais, s'il a roulé full time, donc ouais, donc Carmichael 2006. Mais alors là, avant 2006, 2005 Carmichael. Ouais. Je dis un peu au hasard. 2004 Carmichael. Et non. C'est Reed 2004. Aïe, c'est Reed. Ah putain, j'aurais dit 2002, tu vois, Reed son premier. Mais non, 2004. Non, alors 2002, Reed était en 250. Ouais. Et du coup, 2003, c'est qui? Carmichael aussi? Carmichael en 2003. 2002 aussi? 2002, Carmichael. Bah là, il va y avoir que du Carmichael avant le dernier de McGrath. Ouais. Et le dernier de McGrath, je saurais pas dire quand est-ce que c'est. Moi, McGrath, pour le coup, je sais pas du tout. Donc, 2001, Carmichael encore? Ouais. 2000 aussi? Et non. 2000, c'était le dernier de McGrath? 2000, c'est le dernier titre de McGrath, ouais. Ah ouais. Et du coup, il a fait de 94 à 2000, c'est McGrath? Non. Il y a Emile qui s'en est glissé un, parce que McGrath, il a gagné sa première année en 93. Ok. Et du coup, en 94, c'était qui? C'était là que c'était... Alors, 94, McGrath, 95, McGrath, 97, Emile. C'est l'année où McGrath était sur la Suze. Et Jamais vu. il y a... Ouais, mais toi, t'étais trop jeune, mais Anthony et moi, on jouait sur la PS1 à... EA Sports, Jeremy McGrath, Supercross 98. Et ouais, c'est ça, 98. Et sur la petite vidéo d'intro du jeu, il y a des moments où il est en Suzuki. Bon, à l'époque, je savais pas si c'était Suzuki ou Yamaha jaune, mais maintenant, je sais un peu ce qui s'est passé. Je capte que c'est Suzuki. Ouais. Donc, entre Honda et Yam, il a fait un an chez Suzuki. Ça s'est pas bien passé. Et après, il est allé chez Yam. Et donc, 97, c'est Emig, et 98, 99, 2000, c'est McGrath. Ok. Voilà, on verra si les auditeurs ont eu bon au quiz. Il n'y avait rien à gagner cette fois. Écoute, peut-être que MGT Design nous fera gagner des lots plus tard dans les prochains épisodes. On verra faire à la limite un petit quiz du même style peut-être. Bon, je ne te ferai pas la même chose sur l'outdoor parce que donc là, moi, outdoor, je pourrais te dire de 99 à maintenant. Parce que déjà, il y a Carmichael qui n'en a pas perdu un. Oh ouais, non, on verra. Je te le ferai à la limite la semaine prochaine, je te dirai ce qui s'est passé. Ouais, il va falloir que je révise avant alors parce que moi l'outdoor, en plus je regardais pas trop avant, justement j'ai commencé par regarder le Supercross, l'outdoor je regardais pas trop, je regardais les résultats, donc après qui avait été champion j'ai dû le voir quand même passer sur internet, mais je suivais pas spécialement l'outdoor avant, donc ouais, non je saurais pas dire. Bon bah Clément, c'était cool. C'est tout pour la saison de Supercross 2024. On va essayer de se refaire ça la semaine prochaine pour un petit épisode d'avant-goût pour le motocross, voir un petit peu les attentes qu'on peut avoir, les pilotes, même si tu nous as déjà dit un petit peu de les mettre à pied sur Sexton. On parlera aussi un petit peu de ce qu'on attend de la catégorie 250. Merci pour au final, c'était 1 heure. Bon, on va voir au montage ce que ça donne. Mais merci pour ce premier épisode. Merci à ceux qui nous ont suivis et à bientôt sur le Brap Show. Yes, ben merci à toi déjà d'avoir organisé ça, d'avoir préparé des questions et d'avoir drivé le truc. Et puis ouais, on se dit à la semaine prochaine sur le Brap Show. Allez, ça marche, à plus. Bon, en vrai, je vais couper la caméra avant de couper la plaque. Ah, c'est bon, ça fait